C'est bon. Bonjour Hugo. Ok. Salut Virginie. Are you excited to be here? Yes, so excited. J'ai vu ton Je podcast, vois que tu as vu ta vidéo, elle Ouais, était super. Et c'est bizarre merci. parce que juste ces derniers temps, je me posais la question. J'ai un enfant de 4 ans et je lui faisais la lecture d'un livre en français et il y avait l'adjectif excité. Dans le livre. Ouais. Donc ça commence à polluer un peu Effectivement. Ouais, on peut dire polluer ou simplement, voilà, c'est un nouvel usage. ta nouvel usage. Moi, personnellement, j'aime pas beaucoup cet usage, mais j'avais remarqué ça aussi, qu'on utilisait de plus en plus cet adjectif pour un peu tout. Ouais, la langue évolue. Mais il y a eu un bon commentaire sous cette vidéo d'un autre prof, mais qui lui est anglophone, qui disait ce qui est encore plus dur à traduire, c'est That's exciting. Ah, ça c'est vrai. Et je pense qu'effectivement, ce serait une expression qui serait sympa d'avoir et qu'on n'a pas. Je sais pas. Moi, je pourrais dire, par exemple, ah, ça a l'air cool ou ça a l'air bien, par exemple, s'il y a Moi, un je nouveau dirais, oh, film, c'est top, c'est génial, c'est c'est super. top, ouais. Ouais. Mais je sais pas, je trouve C'est que excitant, tu penses que ça va c'est, passer c'est- ou non? éventuellement, ouais, éventuellement, parce que tant qu'on n'aura pas vraiment de meilleure traduction et bon, je ne sais pas si c'est parce que les Français s'américanisent à cause de l'influence des séries ou autre, ou si c'est parce que les gens, de manière générale, deviennent un peu plus expressifs. Mais Mhm. bon, je trouve que c'est intéressant de voir cette évolution de la Oui, langue. c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors, je m'appelle Hugo. Je suis prof de FLE, français langue étrangère, depuis 7 ans maintenant. J'habite à Varsovie, en Pologne, et je suis le créateur d'Inner French, donc qui est un podcast et une chaîne YouTube pour aider les personnes qui apprennent le français et qui ont un niveau intermédiaire. Mhm. 3 mots qui pourraient décrire ta marque, Inner French. Ouais. euh, J'ai toujours du mal avec ça parce que soit c'est des adjectifs qui vont sembler un peu prétentieux, soit c'est trop abstrait. Je dirais génial, brillant. Non, non, plus sérieusement, Inner French, c'est Humble, vrai, humble. humble et surtout humble et modeste. Non, Inner French, c'est vraiment une plateforme pour apprendre le français en sortant un peu des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire sans trop se focaliser sur la grammaire, mais plutôt apprendre le français en consommant du français, entre guillemets, Mhm. en consommant des contenus français et apprendre la langue en oubliant en fait qu'on apprend tout simplement parce qu'on écoute des choses qui nous intéressent. Mhm. Pourquoi ce nom? Pourquoi Inner French? Alors, à l'origine, j'avais choisi un autre nom, le nom Kotong, Ah qui, oui, je crois que j'ai. Mais ça existe encore, je crois que j'ai vu ton nom encore. T'as pas tes ouais, premières vidéos, tes premiers podcasts qui est Kotong? si, ouais, les premiers podcasts, j'ai essayé de le changer, mais je ne l'ai peut-être pas changé partout. En fait, c'était un jeu de mots avec mon nom de famille, qui est Mhm. Coton, et le mot Tong. Ça sonnait bien, mais le problème, c'est que j'étais un peu obligé de l'expliquer à chaque fois. C'était pas très bon non plus pour le SEO, donc pour Ouais. découvrir le podcast. Bref, c'était pas super clair. Donc, au bout de 20 épisodes, il me semble, du podcast, j'ai décidé de rebrander, donc de changer la marque pour Inner French. Et j'ai choisi ce nom parce que c'est à cette époque, en fait, j'ai commencé la méditation, donc j'étais beaucoup dans ce dialogue intérieur, en fait. Et pour moi, c'est ça. Inner French, c'est pas vraiment trouver le français qui sommeille en vous, parce que je pense que voilà, c'est cliché, et puis on n'a pas de français. Enfin, si on est italien ou allemand ou péruvien, on n'a pas de français qui sommeille en nous. Par contre, chacun a en permanence ce dialogue intérieur. Et je pense que quand on apprend une langue, si on peut avoir ce dialogue intérieur dans la langue qu'on apprend, ça nous permet de pratiquer naturellement et de s'améliorer. Donc, c'est ça mon but en fait avec Inner French, surtout avec le podcast, parce que avec le podcast, il y a vraiment cette idée de dialogue assez intime. En fait, on est directement dans les oreilles Mhm. des gens, ils nous Mhm. écoutent pendant des heures et des heures. Donc, de provoquer ce dialogue intérieur en français chez les personnes qui apprennent la langue. C'est très intéressant, c'est très poussé, hein?
Peut-être que je post-rationalise, je ne me souviens pas exactement comment j'ai réfléchi à ça à cette époque, mais il me semble que c'était un peu l'origine Dans une de ce... méditation, peut-être? Peut-être, ouais. Alors que normalement, dans une méditation, tu es censé arrêter de penser, mais au début, quand on commence, c'est assez compliqué. Tu continues? Tu continues la méditation? Ouais, alors là, ça fait 1 mois que j'ai pas médité, donc en théorie, oui. Mais voilà, il y a parfois des périodes de pause. Mais c'est Hugo, la régularité. ouais, la régularité, c'est vraiment le mot-clé et un peu mon problème depuis 1 an ou 2. Mais voilà, j'ai accepté aussi qu'on ne peut pas tout faire en même temps, Non, tout c'est pas faire possible. parfaitement. Et par exemple, pendant le confinement, je ne pouvais plus aller à la salle de sport. Et pour moi, c'est une habitude vraiment très importante, en fait. Et donc là, il y a 1 mois et demi, les salles de sport ont rouvert en Pologne et j'ai pu recommencer à y aller. Et voilà, du coup, j'ai repris cette bonne habitude, mais j'ai perdu celle de la méditation. Donc, j'essaye de tout concilier. Mais voilà, Ouais. je pense que ça va revenir quand je serai prêt. On peut pas être partout de toute façon. Et puis en plus, tu as eu ton lancement de formation Mhm. de nouveau, donc j'imagine que oui, ça prend du temps. Ouais, effectivement, il y a les inscriptions qui ouvrent pour les cours tous les 2 mois. Donc, ça demande pas mal de travail, effectivement. En parlant de tes formations, donc tu as créé 2 formations qui s'appellent Raconte ton histoire et Build a Strong Core. Peux-tu Mhm. nous en parler et sur quoi t'es-tu basé pour les créer? Donc, j'ai commencé avec Build a Strong Core, qui est notre cours intermédiaire. Je l'ai lancé il y a 2 ans et demi. En fait, à l'origine, donc Inner French, c'était seulement un podcast pendant 1 an et demi. Et au bout d'un certain temps, les gens ont commencé à me dire que le podcast était très bien, mais qu'ils auraient voulu en fait avoir quelque chose de plus structuré, avec une progression, avec un peu de grammaire quand même, parce que c'est vrai que la grammaire peut Ouais. être utile. Moi, je ne nie pas ça. Simplement, dans le podcast, j'ai décidé de ne pas faire de grammaire parce que je pense qu'il y a déjà énormément de D'accord. contenu sur Internet, de vidéos, etc. J'ai choisi aussi de faire ça parce qu'en fait, il y a tellement de contenu sur la grammaire que bon, Mm. répéter ce qui est répété, ben non. Toi, tu fais le vocabulaire Moi, plutôt. je fais du vocabulaire parce qu'en fait, Mm. je me mets aussi à la place des apprenants. Moi, je suis une éternelle apprenante. De toute façon, on apprend toujours d'une langue, même du français. Mais moi, je Mm. suis une éternelle apprenante de l'anglais. Et, Mm. et en fait, moi, on a appris en France, on apprend l'anglais British. Et aux États-Unis, mais waouh, enfin, le slang, les mots familiers, l'argot qu'ils utilisent, mais moi, je ne pourrais Mm. jamais le rencontrer dans un livre classique, quoi. C'est pour ça, en fait, que moi, je veux vraiment aider les apprenants avec le vocabulaire parce que c'est quasiment impossible d'apprendre du vocabulaire français, de l'argot. Soit tu dois vivre avec un Français ou vivre en France ou dans un pays francophone et pas tout le monde a l'opportunité de le faire, quoi. Non, c'est sûr. En plus, aux États-Unis, je pense que justement, l'argot est très différent d'un État à l'autre. Mhm. En France, il y a des différences régionales, mais à mon avis, elles sont moindres si on compare avec les États-Unis. Mhm. Mais effectivement, il y a assez peu de profs qui se concentrent sur l'argot. Et c'est difficile simplement en regardant des youtubeurs qui ne sont pas profs de français, c'est difficile sans le contexte et sans les explications de comprendre ces expressions. Donc, c'est très bien que tu fasses ça. J'ai fait un live Instagram hier, le deuxième en 2 ans quasiment. Et Mhm. il y a une personne qui m'a dit il regarde McFly et Carlito. Mhm. Et je sais, c'est super difficile, ils parlent vite, beaucoup d'argot. C'est compliqué, hein. C'est Non, c'est sûr, compliqué. c'est sûr. Après, ça dépend aussi du profil des personnes. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très à l'aise qui sont plus tolérantes à l'ambiguïté. Mhm. C'est-à-dire que même si elles comprennent seulement 50 ou 60% d'une vidéo, elles ne vont pas se décourager. Mhm. Elles vont continuer de regarder ces vidéos et au bout d'un moment, quand même, si on passe un certain temps à le faire, avec le contexte, on finit par comprendre ces expressions. Mhm. Mais pour beaucoup de personnes, c'est mieux d'avoir les explications explicites Oui, exactement. voilà, pour Ouais, assimiler plus facilement ces pour tout vouloir expressions. comprendre, oui. Mm. Je reviens donc à la question. Sur quoi est-ce que tu t'es basé pour créer Oui. cette formation ou ces formations? Euh,
Donc, je me suis basé avant tout sur les demandes des auditeurs du podcast. Mhm. J'ai estimé plus ou moins leur niveau, ce dont elles avaient besoin, et énormément aussi sur les cours particuliers et les cours que je donnais avant à l'Institut français. Sans ça, ça aurait été impossible pour moi de faire ce podcast et de créer ces formations. C'est vraiment au contact des élèves que j'ai Totalement. découvert les erreurs, les difficultés, etc. Donc, voilà, je pense qu'on peut pas commencer. On peut commencer à donner des cours particuliers sur Internet, même si on n'a pas spécialement de formation. Si ensuite on a vraiment envie de creuser le sujet, de se former soi-même, de lire des livres sur la méthodologie, etc. Mais commencer et créer un cours comme ça, que ce soit débutant ou intermédiaire, sans jamais avoir donné de cours individuels avant, c'est assez périlleux, je pense. Je te rejoins tout à fait là-dessus parce que moi, c'est vraiment les élèves que j'ai au quotidien qui mènent en fait à comprendre les difficultés, les erreurs récurrentes. C'est vraiment grâce au cours particulier. Sans ça, je ne serais pas du tout en contact avec la réalité, pas du tout. Mmh. Exactement, exactement. Et même si les manuels de langue, surtout, moi, je sais que ceux qu'on utilisait à l'Institut français étaient assez bien faits en général, mais il y avait toujours des chapitres qui étaient plus ennuyeux que d'autres ou qui prenaient du temps sur des détails et des choses Totalement, voilà, qui n'apportaient rien aux apprenants. Et moi, dans exactement. mon cours, au lieu de me dire, bon, je vais vraiment être exhaustif sur chaque aspect de la langue, je me suis dit que j'allais prendre les principales difficultés, les erreurs que je retrouvais souvent C'est et ça. de construire un cours et un syllabus à partir de ça. Non, c'est super. Et quelle est la différence entre Strong Ability Core et raconte ton histoire? Donc, Build a Strong Core, c'est le cours intermédiaire qui est plutôt niveau A2, B1. Et D'accord. Raconte ton histoire, c'est la suite, c'est un niveau plus avancé B1, B2. Mhm. Et la principale différence, c'est que dans le cours intermédiaire, c'est seulement moi qui fais les leçons. Il y a des leçons à la fois qui ressemblent un peu au podcast, donc qui traitent de sujets qui concernent la France, la société française, la francophonie, mais aussi des leçons de grammaire, des quiz, des exercices interactifs. Et au contraire, dans Raconte ton histoire, plus de la moitié du cours, c'est des entretiens entre moi et mes amis. Donc là, c'est vraiment des conversations naturelles, pas scriptées, et dans lesquelles ensuite j'analyse les différentes expressions, j'explique Mhm. le vocabulaire. Je fais un peu des commentaires, tu sais, comme dans ces films où il y a en bonus le réalisateur qui commente les scènes. Oui, Là, c'est un peu ça, où je reprends je vois. l'entretien, je fais des pauses et j'explique les références culturelles, etc. Très intéressant. Voilà. Cinquième question. Cours particulier, cours de groupe ou formation en ligne, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Mhm. Évidemment, le plus efficace, c'est de prendre des cours particuliers, que Mhm. ce soit en ligne ou avec un prof dans sa ville. Il n'y a aucun cours en ligne, même les miens, qui sont meilleurs qu'un prof particulier. Simplement, bon, c'est quelque chose qui demande un investissement financier plus important. On ne trouve pas tout de suite le bon prof. Il y a certaines personnes qui sont un peu timides, donc c'est difficile pour Mhm. elles de tester plusieurs profs au début, ou elles ont du mal ensuite, si elles voient que ce n'est pas le bon prof, elles ont du mal à arrêter les cours avec cette personne, donc elles continuent, elles se forcent, et puis ça finit par les décourager un peu du Mhm. français. Ouais. Mais vraiment avoir quelqu'un qui nous écoute parler pendant 1 heure et qui nous Et qui donne corrige, qui donne des qui feedbacks. Ouais. corrige, qui nous donne des corrections personnalisées, qui vraiment nous accompagne, il y a aucune méthode plus efficace que ça, c'est sûr. Mhm. Les cours en groupe, là, moi j'ai donné des cours de conversation en groupe à l'Institut français. C'est bien parce qu'il y a une certaine émulation Ouais. où voilà, les personnes ont envie de discuter entre elles, de débattre. Donc, parfois, il y a un peu plus d'animation que simplement dans un cours individuel. Après, le problème, là aussi, c'est pour les personnes qui sont un peu timides. Elles ont elles ont peur de parler français. Et là, elles ont encore plus peur parce qu'il y a la pression du groupe. Moi, je sais que je repérais à chaque fois les personnes timides et je leur posais directement des questions pour les faire participer, mais Ouais. des fois, ça les stressait plus qu'autre chose. Donc, La petite, c'est pas toujours la petite goutte de la meilleure. transpiration. Voilà, je les voyais un peu en panique. Ouais. Donc, c'est pas non plus forcément la meilleure méthode.
Mais voilà, si vous êtes quelqu'un d'un peu extraverti, ça peut être très bien de prendre des cours en groupe. Je pense que le fait d'entendre des erreurs de ses camarades, ce n'est pas forcément quelque chose de si important que ça. Mhm. L'essentiel, c'est vraiment de prendre confiance en soi. Mhm. Si vous pouvez le faire dans un cours en groupe, c'est très bien. Si vous avez besoin d'un cadre un peu plus intimiste et d'avoir des cours individuels et que vous avez les moyens, faites-le. Ensuite, le cours en ligne, bien sûr, ça a plein d'avantages. Vous pouvez le faire n'importe où, quand vous voulez. Vous avez le contenu qui est accessible. Et nous, dans les cours qu'on vend chez Inner French, on a aussi des profs qui répondent aux questions quotidiennement. Donc voilà, vous pouvez poser toutes vos questions et vous obtenez des réponses. Et le contenu est structuré en fait avec une certaine progression. Donc ça aussi, c'est important parce que ça donne aux élèves le sentiment d'avancer, de progresser. Et ça les encourage à continuer. Une question, pourquoi tu as choisi en fait d'ouvrir une fois tous les 2 mois? Donc en fait, ouais, je disais une fois tous les 2 mois parce qu'on a 2 cours, mais chaque cours ouvre une fois tous les 4 mois, donc une D'accord, fois par trimestre. oui, Simplement parce que pour nous, c'est plus facile d'accompagner les élèves ouais. quand ils Mhm. commencent plus ou moins en même En même temps. temps. Mhm. Et il y a vraiment aussi cet effet de groupe, cette émulation où les gens commencent, ils sont super motivés. Parce que sinon, juste acheter un cours, Ouais. après on est tout seul derrière son ordinateur, Ouais, c'est c'est pas vrai. très motivant. Alors que là, on a un peu l'impression de, voilà, c'est comme quand on s'inscrit à un cours dans une école de langue, on rencontre ses nouveaux camarades, on a un planning pour faire les leçons et voilà, D'accord. c'est plus motivant. Ils ont par exemple une communauté, ils ont un groupe en fait où ils peuvent, Ouais, un groupe Facebook fermé peut-être? ouais, c'est ça. En fait, ils ont sur chaque leçon, chaque exercice, il y a un espace commentaire où ils peuvent poser directement leurs questions. D'accord. Et à côté, on a un groupe privé Oui, qui était sur Facebook, mais qui est maintenant sur une autre plateforme qui s'appelle Circle, qui d'accord, ressemble à Facebook, mais sans les publicités et d'accord. sans Facebook, en fait, Ouais. l'utilisation des données, Simple, etc. ouais, très bien. Donc, c'est vraiment, c'est un groupe complètement fermé. Et là-dessus, les élèves, c'est plus pour discuter de différents sujets, pour partager leurs ressources au niveau des podcasts, des chaînes YouTube. Et ils organisent aussi des rencontres virtuelles régulièrement pour discuter entre eux. D'accord. Voilà, Et quand c'est quelque chose. et quand la Ouais, formation est terminée, ils ont accès en fait à ce groupe à vie? Enfin, à vie. ouais. Oui, d'accord. Que ce soit le cours ou le groupe, ils y ont accès à vie. On D'accord. a beaucoup d'élèves qui terminent le cours et qui le recommencent juste Ouais. après. Et nous, c'est ce qu'on encourage à faire aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations, c'est difficile de Mhm. tout assimiler la première fois. Donc souvent, on a des élèves qui finissent le cours et qui nous demandent ensuite d'effacer leur progression pour le recommencer et qui refont le cours 2, 3, 4 fois. D'accord, très bien. Ensuite, quels sont les aspects de ton métier que tu aimes et ceux que tu aimes moins? Alors moi, c'est vraiment... En fait, c'est drôle parce que quand j'étais petit, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard, mais j'étais persuadé que le seul métier que je voulais pas faire, c'était prof. Parce que j'avais cette image du prof à l'école, en fait. Et voilà, j'avais des professeurs parfois qui semblaient vraiment être là un peu par défaut Oui, et qui n'avaient pas spécialement la vocation de l'enseignement. Mais moi, quand j'ai commencé à donner des cours de français à l'Institut à Varsovie, c'était un peu par hasard. Mais quand j'ai vu la passion des élèves, en fait, pour la langue française, toutes les questions qu'ils posaient, et moi, d'être dans cette position du professeur, de pouvoir les aider, d'être encouragé aussi parfois à rechercher les réponses à oui, des c'est questions que je ça. ne connaissais pas, c'est très stimulant, en Oui, fait. c'est vrai. Donc moi, j'adore ce contact, cet échange avec les élèves. Maintenant, je l'ai un peu moins parce que j'ai arrêté les cours particuliers pour me consacrer au podcast. Et je trouve ça dommage. Je pense que je vais peut-être recommencer à donner des cours avec un ou deux élèves éventuellement parce que voilà, c'est quelque chose qui me manque. Oui, Mais c'est vraiment ça ce que j'aime en fait, transmettre. J'adore faire les recherches pour les épisodes du podcast et ensuite essayer d'expliquer ça de manière intéressante et facilement compréhensible. J'aime beaucoup tout c'est tout un art parce qu'en fait, il faut en fait faire c'est comme une synthèse et en Mm. plus trouver les mots et le rythme pour pouvoir le transmettre à des personnes qui n'ont pas le français comme langue native. Langue maternelle, c'est un gros Ouais, défi, hein. Mm. ouais, c'est
plus difficile que ça en a l'air. Mhm. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les vulgarisateurs, donc les personnes qui, dans le domaine scientifique, par exemple, Ouais. parce que bon, moi, ce que je fais, c'est relativement simple. Si on compare justement au domaine scientifique, où il y a des YouTubeurs, par exemple, qui prennent des sujets très, très compliqués et qui Mhm. arrivent à les expliquer de façon intéressante, divertissante et relativement claire Ouais. dans leurs vidéos. Ça, c'est quelque chose que j'adore et moi, j'essaye de le faire à ma mesure avec le français. Mhm. Et quels sont les aspects que tu aimes le moins, s'il y Ce en a? que je... Ouais, c'est des choses que j'avais pas forcément prévues, mais de me retrouver un peu sur le devant de la scène avec le podcast et avec YouTube, Ouais. ça fait beaucoup monter la pression Ouais. parce que moi, j'ai un peu le syndrome du bon élève. Quand j'étais à l'école, je faisais bien mes devoirs, je voulais avoir des bonnes notes dans toutes les matières. Et là, d'avoir toutes ces personnes qui commentent, qui écoutent le podcast, qui m'envoient des emails aussi, même pour me remercier, des emails très positifs, mais ça a fait monter progressivement la pression où je me disais, ah, il faut que chaque nouvel épisode soit encore meilleur. Ouais, c'est Et vrai. voilà, je me suis retrouvé parfois dans des moments assez difficiles où j'étais complètement bloqué parce que je me mettais trop la pression. Mais Ouais, comme si on t'attendait au tournant. Donc ça, c'est aussi une ouais, expression en français. Ça, on attend quelqu'un au tournant, c'est quelqu'un qui aide beaucoup, qui a fait du bon travail, qui a du succès. Et en fait, oh, il va continuer ou pas? Il va continuer dans ce ouais, c'est sens? ça, c'est ça. Après, faut confirmer à chaque fois et voilà, ça ajoute un peu de pression aussi, tout simplement le fait de savoir qu'il y a des milliers de personnes qui écoutent ce qu'on raconte. Mhm. Ça nous force à vérifier tout ce qu'on dit, à faire attention aussi, à ne pas blesser certaines personnes Ah ou oui, prendre des gants quand on ouais, parle, quand prendre on des prend des gants. positions. Et moi, parfois, c'est vrai que je suis assez, moi, c'est blanc ou noir. Et parfois, j'ai vraiment des opinions. Et il faut que je fasse Tranchées. attention, ouais, bien tranché. Je suis bretonne, hein. OK. Ah d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la Bretagne et ça a énervé certains Bretons, alors que j'essayais de contredire certains, de démentir certains stéréotypes, mais voilà, on était encore trop parisiens, je pense, dans notre approche et voilà, il y a certains T'es Bretons. parisien? Je suis pas parisien, mais j'ai fait mes études à Paris. Je suis D'accord. Castelroussin. Alors, est-ce que tu D'accord. sais quelle ville c'est? Castelroussin, on dirait comme Châteauroux. Non, je sais pas. Exactement, ouais, Ah, c'est c'est ça, c'est Châteauroux. Ouais, Châteauroux? ouais, Oh ouais, la c'est vache! Châteauroux. J'ai- Tout comme Gérard Depardieu, Castelroussin. Ah! Un autre personnage. À part Hugo, un autre Ouais. personnage. Ensuite, comment est-ce que tu prépares une vidéo YouTube ou un épisode podcast? Et je voulais te demander aussi, quelle est la Mhm. différence entre ton contenu podcast et ton contenu YouTube? Est-ce que tu fais vraiment une différence? Ça, je vais le faire en format vidéo et ça, je vais le faire en format podcast. Ouais. Alors, le podcast, c'est vraiment un format plus long. En général, les épisodes font entre 30 et 45 minutes, D'accord. ce qui est plus difficile sur YouTube. Oui. Sur YouTube, il est plutôt recommandé de faire des vidéos de 10-15 minutes parce que sinon, ça demande trop d'efforts, surtout pour des personnes qui sont en train d'apprendre la langue. Mhm. Ce qui est bien avec le podcast, c'est que les gens peuvent faire autre chose en même temps. Donc Ouais. souvent, moi, c'est ce que je fais aussi, j'écoute des podcasts à la salle de sport. Mhm. C'est pour ça aussi que dans les podcasts, j'essaye de faire des choses pas trop compliquées pour que les gens puissent suivre le contenu, même s'ils ne sont pas attentifs à 100%. Ouais. Euh, donc voilà. Après, au niveau des thèmes, parfois, je vois que c'est un sujet qui va vraiment demander du temps et de la recherche. Donc, je le privilégie plutôt pour le podcast. Et si c'est plus des questions de vocabulaire ou des questions de grammaire ou des choses, voilà, un stéréotype qu'on va essayer de démentir, ça, c'est des sujets qu'on met sur la chaîne YouTube. D'accord. Euh, Où est-ce que tu en es? Donc là, on passe plutôt à la vie personnelle. Où est-ce que tu en es pour Mhm. ton apprentissage du polonais? Oui, donc j'apprends le polonais depuis que je suis arrivé en Pologne. Enfin, j'ai pas commencé à l'apprendre tout de suite parce qu'au début, je savais pas combien de temps j'allais rester ici, donc j'avais un peu la flemme. Et c'est vrai que donc, avoir la flemme, c'est quand on n'a pas la motivation de faire quelque chose. Oui. J'avais la flemme. Et c'est vrai qu'avec l'anglais dans les grandes villes en Pologne, Ouais. on se débrouille facilement, donc j'ai pas fait d'efforts particuliers, mais voilà, après 6 mois, j'ai compris que j'allais rester quelque temps ici, donc j'ai commencé à apprendre la langue un peu plus sérieusement.
Et en fait, je suis arrivé à un niveau, je dirais B1, B2, Mhm. où vraiment je suis capable de comprendre plus ou moins tout ce qu'on raconte autour de moi. Je suis capable de comprendre ce que je regarde à la télévision, etc. Mais au niveau de la communication, c'est encore. Je me sens, voilà, je suis assez perfectionniste, comme beaucoup de Français, je pense. Mhm. Et, et du coup, voilà, je tourne ma langue 7 fois dans ma bouche avant de faire une phrase pour être bien sûr qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Ce qui fait que, voilà, au niveau de l'expression orale, je suis encore un peu hésitant parfois. Et depuis 1 an et demi, il y a vraiment beaucoup de travail sur Inner French. Bon, ça, c'est les excuses que je me suis trouvées. Et du coup, j'ai arrêté de prendre mes cours avec ma prof. Donc voilà, D'accord. Donc, tu as pris pendant combien de temps tu as pris des cours particuliers pour le polonais? pendant 3 ans, je Ah pense, à peu ouais, près. ouais. Ouais, Donc c'est pas trois mal. ans de Ok. manière régulière, 1 ou 2 fois par semaine. Donc en fait, le polonais, j'ai entendu dire que le polonais est une langue très difficile. Mm. C'est vrai? Ouais, ça fait partie un peu de ces légendes qu'on trouve souvent Légende urbaine. parmi les langues. Ouais. Je pense que les Polonais sont très fiers de ça. Ils le disent souvent. Voilà, le polonais, c'est super difficile. Je pense que c'est parce que pendant longtemps, il y avait très peu d'étrangers qui venaient en Pologne. Donc, il y avait peu de Mhm. personnes qui essayaient d'apprendre le polonais. Mais par exemple, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui émigrent en Pologne. Et pour eux, c'est très facile d'apprendre le polonais. Donc, au bout d'1 an, voilà, ils parlent plus ou moins couramment. Alors que si votre langue maternelle est une langue latine, une langue romane, là, c'est un peu plus compliqué, effectivement, D'accord. parce que le vocabulaire est complètement différent. Donc, il n'y a rien à quoi on peut se raccrocher, contrairement à l'anglais où voilà, il y a plein de mots qui sont similaires, il y a plein de mots transparents. Le polonais, on commence vraiment de zéro. La grammaire est différente, il n'y a pas d'article, mais il y a des cas, Des des cas. déclinaisons, comme en Il allemand. y en a combien? Il y en a 7. Ok. En allemand, il y en a combien? 6? Je crois qu'en allemand, en latin, il y en a 6. Attends. Ouais, Nominatif, je- nominatif, ouais. accusatif. Attends. Nominatif, accusatif, génitif, datif, ablatif. Et j'ai oublié un. Je sais plus lequel. euh, Moi, je Je connais sais. les noms en polonais, donc Je Dopełniacz, mais bon. Mais c'est un peu le même, Euh, c'est un peu le même principe. C'est avec ouais, c'est nominatif, le ça. sujet, le COD, le complément du nom. C'est ça. Ok. Après, il y a le genre masculin, féminin et neutre. Il y en a 3, comme en allemand. Donc, ouais. Donc, voilà, ça multiplie un peu les. Donc, pour moi, c'était quelque chose de totalement nouveau parce que j'ai pas fait allemand au lycée, j'ai Mhm. fait espagnol. Donc, c'est Oui. un système complètement nouveau. Mais l'avantage, c'est qu'assez rapidement, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Real Polish et c'est ce podcast qui m'a inspiré à commencer Inner French. Et grâce à ce podcast, j'ai vraiment réussi à acquérir un bon niveau de compréhension et une prononciation, un accent. Apparemment, j'ai un assez bon accent. Mhm. Je pense que mon accent est meilleur d'ailleurs qu'en anglais parce que très rapidement, j'ai passé beaucoup de temps à écouter la langue plutôt qu'à la lire, en fait. D'accord. Oh, Ce qui fait que ça c'est un très bon conseil pour Hmm. l'apprentissage d'une langue. Oui. Je pense que passer plus de temps à l'écouter qu'à la lire, forcément, on aura une meilleure prononciation que si on lit quelque chose et on essaie d'imaginer dans sa tête comment ça se prononce, et c'est pas toujours la bonne façon. Alors que quand on écoute, c'est plus facile d'imiter, en fait. Mhm. Ensuite, la deuxième question. Ta compagne est polonaise. Est-ce qu'il y a de grandes différences culturelles au sein du couple? Donc, au sein du couple, c'est-à-dire à l'intérieur du couple. Ouais. Et ben, pas tant que ça, en fait. D'après mon expérience, parce que avant, j'ai été en couple aussi pendant 1 an et demi avec une Norvégienne. Et je trouve qu'à l'intérieur de l'Europe, en général, les différences culturelles sont assez minimes, dans le sens où voilà, il y a quelques différences sur, je sais pas, l'heure des repas, des choses comme ça. Mhm. Mais globalement, pour moi, voilà, c'est plus une question finalement de personnalité que de culture. D'accord. Donc, je m'entends très bien avec ma copine. Ça va faire 6 ans et demi maintenant qu'on est ensemble. J'ai jamais été aussi longtemps avec une Française, par exemple. Donc, je ne suis pas devenu polonais pour autant.
J'ai imposé certains trucs français comme l'heure des repas, par exemple, les repas à heure fixe, c'est ce qu'on fait moins en Pologne. D'accord. Mais À quelle heure? non, À quelle heure vous euh, mangez, vous dînez? donc on a le petit déjeuner à 7h, 7h30. Le déjeuner, bon, bah, moi je mange au travail, donc c'est vers 13h et puis 20h le soir D'accord, ouais, pour le donc dîner. horaire français. Oui. Ouais, français. Alors que ouais, les Polonais, en général, ils ont un premier petit déjeuner, après un deuxième petit déjeuner au travail. Oui, Après le déjeuner, c'est juste un sandwich comme ça en 15 minutes. Et ensuite, ils dînent directement en rentrant du travail, donc plutôt vers 18h. d'accord. C'est Voilà. drôle parce que moi, ça fait 6 ans que je suis avec mon mari et mon mari est Mhm. mexicain. Donc là, voilà, et les différences culturelles, elles sont là. Ouais. Même si Non, je je ne suis pense que pas non ouais. plus, je ne suis jamais restée avec un Français aussi longtemps, donc, Mm. mais Non, je pense que ouais, Mexique, Mexique, d'un continent à l'autre, il y a sûrement plus de ah oui, différences qu'à l'intérieur de l'Europe. Je pense qu'on a quand même certaines références communes, ouais. certaines valeurs communes. Et après, je suis plus proche, par exemple, d'un prof de polonais qui est prof de polonais et qui donne des cours sur Internet que d'un Français qui travaille, je sais pas, qui est agriculteur, par exemple, Ouais, parce je que comprends. j'ai plus de points communs avec ce prof polonais qu'avec un agriculteur Oui, français, certainement. oui. Ouais. Les références sont différentes, oui. Mm. Ensuite, la dixième question. Tu disais dans une vidéo que tu as parfois le mal du pays. Qu'est-ce qui te manque de la France? Ouais. Oui, donc avoir le mal du pays, effectivement, c'est quand votre pays d'origine vous manque, Mhm, quand ça fait un certain temps que vous vivez à l'étranger. Moi, ce qui me manque surtout, en fait, c'est ma famille et mes amis. Il y a rien de voilà, quand je rentre en France et en plus, je suis devenu vegan, en fait, mhm, 3 ans après avoir déménagé en Pologne mhm. et la Pologne, a fortiori, les grandes villes sont très, très pro vegan, donc c'est très Ouais. facile de manger vegan à Varsovie. Ah, je suis En jalouse. France en France, c'est à toi aussi, tu Moi, je voudrais l'être, mais en fait, mon mari, ben, c'est un Mexicain, donc Mexique, Mmh. c'est la viande, ouh. Ouais. Donc, moi, ce serait vraiment, si mon mari pouvait être vegan, ce serait le rêve, quoi. Mmh. Mais moi, moi, je mange quasiment plus de viande, un petit peu Mmh. de poisson, mais vraiment très rarement. Et si, en fait, on va au restaurant et si je peux prendre toujours l'option veg, je le fais, quoi. Ouais. Vegan aux États-Unis, en tout cas où j'habite. Je sais que dans les grandes villes comme LA, New York, etc., tu trouves ça partout, mais au Nouveau-Mexique, Albuquerque, un peu compliqué, Ouais. très Ouais, ouais. limité. Donc, ouais, je suis jalouse. Ouais, j'ai entendu qu'en Californie, effectivement, c'est Et t'es assez vegan, facile d'être vegan. oui. Et t'es vegan strict Strict, ou... ouais, ouais, ouais. Extrémiste. Ah, Vegan extrémiste. Mais donc quand je rentre en France, en ouais, c'est fait, compliqué en France, hein. au début, la bonne cuisine française me manquait parce qu'on a vraiment une cuisine qui est très riche et Exceptionnel. on ne peut pas le nier. Ouais, Mais c'est vrai qu'au niveau vegan, c'était non, assez pauvre et même ouais. à Paris, c'était très limité. Ça commence à changer. Là, depuis 2 ans maintenant, il y a beaucoup plus d'options. C'est quelque chose qui est en train de se normaliser. J'ai vu qu'il y a un restaurant vegan à côté de Bordeaux qui a reçu une étoile Michelin et c'est la première fois qu'il y a un restaurant Mhm. 100% Ouais, donc, vegan à ça côté. évolue. Ça évolue. Mais donc voilà, la cuisine, c'est pas quelque chose qui me manque particulièrement. Euh, Ça peut me manquer ce sentiment d'être chez soi, en fait. Et c'est vrai que peut-être que ça te fait la même chose, mais quand j'arrive à l'aéroport et que tout le monde autour de moi parle français, voilà, au début, ça me fait un peu bizarre et je trouve ça cool et je comprends tout ce que les gens disent. Mais au bout d'un certain temps, le problème, c'est que je comprends tout ce que les gens disent et que Oui, c'est 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 ça. plus difficile de débrancher, de C'est se pour, ouais. déconnecter. C'est pour Ouais. ça que moi, j'aime beaucoup vivre à l'étranger parce que j'ai l'impression d'apprendre beaucoup plus quand je suis à Mm. l'étranger que quand je suis en France. Donc, Ouais, c'est c'est aussi pour sûr. ça que je vis à l'étranger depuis, je suis partie, j'ai vraiment quitté la France définitivement depuis 2013. Ok, ok. Ouais. Ouais. Donc, Ensuite, excuse-moi, je t'ai coupé. non, 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 ouais, donc je disais au final, ce qui me manque, c'est principalement mes proches, quoi, la famille et les amis. Moi, je suis horrible, hein. Moi, c'est la bouffe qui me Ouais. manque. C'est pas ma famille. J'aime beaucoup ma famille, mais non. Ah, Ouais. Après, voilà, j'adore les pâtisseries françaises, mais bon, quand on est vegan, Mm. ouais.
c'est compliqué. J'ai un ami qui a ouvert plusieurs boulangeries ici à Varsovie et ils ont de très très bonnes viennoiseries véganes. Donc, Ah ouais, des viennoiseries véganes. ouais, des viennoiseries, des croissants, des espèces de pain à la pistache, etc. Enfin, des choses très très bonnes. Donc, c'est possible, c'est possible. Et ensuite, les dernières questions. Donc ça, c'est les questions de personnes qui voulaient en fait te poser des questions sur Instagram. Alors, première question, pourquoi tu n'es pas sur Instagram? Alors, je ne suis pas sur Instagram parce que personnellement, je n'utilise pas cette plateforme. J'y étais pendant quelques années, puis j'ai arrêté parce que je trouvais que ça m'apportait rien au niveau personnel. Euh, et il y a plusieurs études aussi qui ont montré que ça a un impact assez négatif sur Ouais, le moral des gens parce que on tout à fait voit d'accord. la vie idéale Tout à à la fait fois de d'accord. nos amis, mais aussi de célébrités, de personnes qui vivent dans un monde complètement différent, mais on a l'impression que c'est la norme parce que c'est tout ce qu'on voit dans notre feed Instagram. Oui. Donc, j'avais pas spécialement envie de... Je voyais pas trop non plus le type de contenu que je pourrais créer sur cette plateforme. Donc voilà, j'ai Mhm. décidé de pas créer de compte Instagram. Et a priori, c'est pas quelque chose qui va changer. Donc voilà, je pense que Mhm. quand on est créateur de contenu, c'est important de bien choisir ses plateformes. On ne peut Oui, pas tout bien faire. exactement. Donc, moi, j'ai choisi le podcast et Oui. YouTube. Moi, c'était difficile parce que moi, avant, et oui, j'avais pas Instagram non plus. Je suis pas du tout branchée réseaux sociaux et je me suis fait Mhm. violence et c'est encore love-hate, une relation Ouais. amour et N. haine, amour-haine entre moi et Instagram parce que je suis pas convaincue. Ça me permet de rencontrer des gens, etc. Donc, c'est Mm. vraiment bien. De pouvoir aussi aider d'une certaine manière, mais je suis pas fan. Je suis pas fan d'Instagram. Ouais. J'ai vu des profs qui faisaient des trucs vraiment sympas. Sur TikTok aussi, il y a des formats Encore moins. Ouais, assez moi, TikTok, intéressants maintenant. encore moins. Moi, Si c'est pareil. Je Instagram, pense c'est que pas mon truc, TikTok, je c'est suis encore moins trop mon truc. vieux. Je suis trop vieux. Je comprends pas spécialement les codes. Un reel, c'est quoi ça? Exactement. Voilà, j'ai pas spécialement envie de passer du temps à apprendre les codes de ces Oui, plateformes. Donc voilà, je me concentre sur ce que je fais déjà. très bien. Comment s'adapter aussi rapidement à un mode de vie dans un pays étranger? Ou est-ce que toi, tu Euh, considères que tu t'es adapté rapidement en Pologne? ouais, bah encore une fois, je pense qu'en Europe, c'est relativement facile de s'adapter si on vient soi-même d'un pays européen. Ça aide d'avoir des amis ou une compagne ou un compagnon Bien sûr. du pays, forcément. Mais bon, c'est plutôt une question d'attitude, d'essayer d'être ouvert d'esprit, d'être curieux. Je sais que souvent les Français, je les entends parfois, je vois des touristes français et c'est vrai moi je le faisais aussi avant, mais on a tendance quand on va à l'étranger à tout comparer et Mhm. à dire: «Ah bah, en France c'est comme ça, ah bah, en France on a du Ah, pain dans les Les restaurants et là Français pourquoi il y a adorent pas de pain ça. dans les restaurants?» Et Oui. c'est plus on est un peu dans le jugement en fait, Mhm. à penser et un peu chauvin aussi, à penser que voilà, on fait tout mieux en France. Avec nous, on a tout compris et que les autres pays devraient tous nous imiter. Mhm. Et je pense que voilà, en ayant cette attitude, c'est un peu difficile de s'intégrer dans un pays. Il faut essayer plutôt d'être curieux, de découvrir des nouvelles expériences, de rencontrer des personnes et voilà. Et la curiosité aussi, quand tu parles de ça, je pense que c'est un aspect important dans l'apprentissage de la langue. Si on n'est pas curieux, moi je vois la différence de certains élèves qui ne sont pas vraiment curieux en général, ils se limitent eux-mêmes dans leur apprentissage de la langue. Vraiment. La C'est sûr, curiosité, c'est vraiment quelque chose de très important, je pense. c'est sûr. La curiosité, la proactivité aussi. Et Oui, quand on donne des cours individuels, on voit très vite les élèves qui font d'autres choses, qui oui. utilisent la langue pour regarder des séries ou autres. Mhm. Versus les élèves qui font seulement leurs devoirs ou les choses qu'on leur a donné à faire, mais Mhm. rien de Ou plus. alors parfois qu'ils ne font pas leurs devoirs. Ça aussi, Ou ça qui ne m'arrive font et même pas leurs devoirs, effectivement. vous êtes de mauvais élèves. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais profs. Oh, on va arrêter cette interview, Hugo. Ensuite, qu'est-ce que tu fais face aux erreurs de tes élèves? Alors, ce que je faisais quand je donnais des cours particuliers,
c'est que je notais les erreurs au fur et à mesure et ensuite je faisais des pauses, soit pendant la leçon, soit seulement à la fin de la leçon, Ah, ça où je c'est leur intéressant. montrais en fait, j'écrivais la phrase complète et je leur montrais la phrase et je leur disais: «Bon, il y a un problème dans cette phrase, quel est le problème?» Donc D'accord. dans un premier temps, je les encourage à essayer de se corriger eux-mêmes Mhm. parce que quand ils font ça, ça permet de mieux mémoriser, la correction. Quand on est obligé de chercher, en fait, soi-même, on retient mieux plutôt que si quelqu'un vous donne, si le prof vous dit tout de suite, quelle est la bonne formule. Ça c'est Heu, intéressant. Ouais. Donc tu as en fait ouais, la correction, tu l'as fait à la fin. Tu faisais à la fin du à cours. la fin, D'accord. parce que je m'adapte aussi, Ouais. aux élèves. Il y a des élèves qui, leur principale difficulté, c'est vraiment la confiance, en soi. Ouais. Donc pour ces élèves, je les encourageais à parler un maximum et Mhm. je sais que si je corrigeais leurs À erreurs, chaque en fois. direct, voilà, je voyais que plus ça allait, plus ils faisaient d'erreurs parce qu'ils Ouais, étaient je vois. stressés, tu sais? Donc c'était beaucoup mieux seulement de noter quelques erreurs, les principales, pas Mhm. toutes les erreurs parce que si à la fin du cours, il y a 3 pages d'erreurs, c'est pas non plus, Ouais. très C'est pas motivant pour l'élève. encourageant. Mhm. Mais, voilà, et pour un prof, c'est important, je pense, de vraiment déterminer ce qui est une erreur, bon, importante et qu'on Mhm. doit corriger et ce qui fait partie plutôt du perfectionnement et des choses qu'on pourra corriger plus tard, en fait. Parce que nous, les Français, je sais que c'est pareil on fait ça aussi avec les enfants, on a tendance à dès qu'on entend quelque chose qui est pas correct ou qui est pas exactement la façon dont nous on le dirait, on arrête la personne pour la corriger, Mhm. mais ça, pour la confiance en soi, c'est vraiment désastreux, Après, ça dépend parce que moi, je sais que j'essaie, quand je donne des cours particuliers pour les erreurs, j'essaie d'attendre que l'élève finisse la phrase. Et le problème, c'est que si c'est pas noté ou s'il continue, moi, j'oublie, la personne oublie, on oublie le contexte. Donc, moi, je préfère faire la correction en contexte quand on est encore dans le. Après, mmh. voilà, ça dépend. Je trouve après que si Chaque prof a son style. ouais, parce que moi, si j'attends à la fin, je trouve que la machine un peu refroidit, on a oublié le contexte parce qu'on parle de tellement de choses en une Mmh. heure. Ah mince, qu'est-ce que tu as dit déjà? Tu as dit ça comme ça, mais c'était pour ça. Ouais. Donc après, ouais, Non, c'est sûr. ça dépend de C'est la manière, ça dépend de l'élève, ça dépend de. Ouais. exactement. J'avais des élèves aussi qui me demandaient de les corriger systématiquement dès Ouais, qu'ils faisaient une erreur, donc là, ouais, c'est ce que je faisais ouais. et en général, c'était des élèves qui parlaient déjà très bien, donc voilà, Qui cherchait c'était vraiment le perfectionnement, ouais. exactement, qui cherchaient le perfectionnement, donc faut vraiment, s'adapter à chaque fois, à Ouais. chaque élève. Ensuite, est-ce que tu parles espagnol ou est-ce que tu es déjà allé dans un pays d'Amérique latine? Je suis jamais allé dans un pays d'Amérique latine. Je suis allé seulement une fois en Amérique, c'était aux États-Unis, à New York. J'aimerais bien y aller, un jour. Pour le moment, j'en ai pas encore eu l'occasion. J'ai appris l'espagnol, comme beaucoup de Français au collège et au lycée. Je le comprends assez bien, mais je le pratique pas du tout, donc je suis Ouais, complètement incapable de le parler, maintenant. très bien. Est-ce qu'il y a un moment où tu as voulu jeter l'éponge? Alors là, c'est une personne qui. Il n'y a pas de contexte, donc je ne sais pas, tu as voulu jeter l'éponge, j'imagine, dans ton travail ou ta vie en Pologne. Ouais. Oui, donc jeter l'éponge, ça veut dire, abandonner. Mhm. Pour Ouais, il y a moi, je sais pas si, j'ai pensé plusieurs fois effectivement à arrêter, Inner French parce que Ouais. je me mettais trop la pression et à certains moments, je me disais que c'était plus facile quand je donnais seulement des cours individuels, Mhm. et que ça m'offrait plus de flexibilité alors que là, ce rythme de publication pour moi, c'était devenu un peu trop. Donc après la publication du deuxième cours, le cours avancé, c'était début 2020. J'ai eu une petite traversée du désert, quelques mois qui étaient assez difficiles où voilà, j'avais plus trop de motivation et ce qui m'a remotivé, c'est de commencer à construire une équipe. Donc Ouais. j'ai recruté 2 autres profs. Aujourd'hui, on est 3 avec, Anna et Ingrid et ça, c'est voilà, on est entré dans une nouvelle phase, en fait. Ça m'a beaucoup remotivé. Maintenant, on fait des formats un peu différents avec plus d'interviews, plus de conversations, Ouais. heu, donc voilà. Très bien. Merci beaucoup, Hugo. Merci Merci pour Virginie. cette interview. Et De rien. on se dit à bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt. Merci. Ciao. Salut, ciao.